à tous et bienvenue dans cet entretien que nous a accordé Madame Hajara Goumandakoy, entrepreneure et fondatrice de l'école des jeunes entrepreneurs implantée à Maradi. À travers cette école, elle accompagne particulièrement les femmes et les jeunes femmes pour leur donner tous les outils nécessaires pour devenir autonomes grâce à diverses activités génératrices de revenus. Ce qui est encore le plus remarquable, c'est que Madame Hadjara n'est pas originaire de Maradi et pourtant elle a réussi à implanter son projet et avoir un impact réel sur la vie de nombreuses personnes. Avec elle, nous allons parler de son parcours, de son choix d'investir dans cette région, des défis qu'elle a rencontrés et bien sûr des résultats qu'elle a déjà obtenus. Alors bonsoir Madame Hadjara. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Est-ce que je peux vous tutoyer pour faciliter un peu? Bien sûr. Super. Alors, nous vous avons connu quelques années auparavant avec le concept Gouma. Et Gouma, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de tout ce qui est produits fabriqués avec le cuir, chaussures, sacs à main, produits ou bien objets décoratifs. Comment êtes-vous passé de cette entreprise-là, Gouma Concept, à ABC des jeunes entrepreneurs, une école qui forme? Ok, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Question qui va m'amener à faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, que je n'aime pas trop faire, c'est-à-dire parler beaucoup de moi-même. Et en fait, ce n'est pas que Gouma est passé, on est passé de Gouma à ABC, Gouma est toujours là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la formation, former les femmes a dévancé Gouma. Parce qu'avant de faire Gouma, j'avais ce qu'on appelle foyer féminin. Et ce foyer féminin-là, je l'avais créé avec une amie. Et c'était depuis, je crois, vers 2012. Il y a beaucoup de gens à Maradi qui s'en rappellent parce que c'est à ce moment-là que j'avais réellement commencé. Mais avec le temps, j'ai eu envie de redonner plus. Parce que on était dans un système où nous formons les femmes, mais après, c'est comme s'il n'y avait pas de réel impact. Parce qu'après, il n'y a pas de suivi. Et après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles ont une formation, oui, on leur a appris, par exemple, à faire un drap, un petit truc, des robes. Mais après, plus rien. La personne se débrouille. Donc, c'est avec le temps, surtout que j'ai étudié au Kenya, et j'ai vu comment était leur système là-bas. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur apprendre également comment transformer ce qu'elles sont en train de faire là en carrière, quelque chose qui va leur permettre d'être autonomes, quelque chose qui va leur permettre de se débrouiller elles-mêmes. Et pourquoi pas même en faire une carrière et puis essayer de développer cela. Donc c'est ça qui m'a amenée à reprendre les études. J'ai repris les études, je me rappelle, et j'avais 33 ans et j'avais repris les études à l'ETEC. C'était une décision qui avait été très difficile, mais elle a changé ma vie à jamais. Juste pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard de changer. Et c'est une des choses aussi qui m'a encore donné la vision et donné l'envie de former encore plus les jeunes. Donc, je reprends les études à 33 ans. Je me rappelle, comme j'avais un diplôme de la formation professionnelle du Kenya, j'étais partie m'inscrire à l'ETEC et puis on m'a dit, bon, tu peux le faire, mais le bac, il te faudra faire une équivalence pour le bac là. Et c'est là que je me retrouve dans un dilemme, reprendre le bac. J'étais déjà en première année de BTS en gestion et AGO, administration et gestion des organisations, option petite et moyenne entreprise. Donc, vous voyez, toute l'optique était vraiment d'apporter une valeur ajoutée à cet artisanat-là que j'avais appris. Maintenant, ça avait été très difficile. À un certain moment même, j'avais eu envie d'abandonner parce que je n'avais pas pu avoir l'équivalence, puisque ça faisait très longtemps que j'ai quitté l'école au Kenya et tout. Il fallait des anciens bulletins
à l'époque, le papa avait déjà pris la retraite, donc il fallait coordonner quelqu'un qui allait aller de l'école là-bas et tout. C'était un peu compliqué. Et d'une discussion à une autre, vraiment, on m'a conseillé, pourquoi ne pas reprendre le bac? Pourquoi pas? Tu es bilingue, déjà c'est un atout. Je vous assure, c'est de là que de fil en aiguille, je suis partie, j'ai déposé mes dossiers pour le bac, pour le bac A. Et j'ai pris, je me rappelle, des profs de maison en histoire, géo, maths. Les philo, tout ce qu'il faut. Philo, exactement, philo. Et puis, heureusement, en ce moment-là, j'avais commencé à regarder les YouTube là. Donc, je regardais beaucoup de cours. Ce qui a fait que, je vous assure, j'avais commencé à réviser, je crois, en mars. Mars, avril, mai, juin. Juillet, c'est les examens. Juillet, c'est les examens en 4 mois. J'apprenais les leçons. J'avais une fille qui avait à peu près 1 an. Elle faisait ses dents. Je vous assure, à un certain moment, j'avais les yeux enflés. Puisqu'il y avait, il fallait s'occuper d'elle, il fallait aller à l'école, il fallait préparer le bac. Mais je ne sais pas, souvent c'est le plan de Dieu. J'étais tellement déterminée que j'avais envie de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pars, je fais mes révisions, je me donne. Et l'année là, j'ai mon bac à l'écrit. Wow. Vraiment, c'était merveilleux. J'ai eu le bac et bizarrement, au niveau du BTS 1 aussi, j'étais parmi les meilleurs, sinon je crois même la meilleure de la classe. Et après l'année qui suivait encore, j'ai continué mon cursus, j'ai eu le BTS avec une mention aussi. Et puis ça m'a permis, ça m'a ouvert les voies à l'entrepreneuriat. En ce moment, il y a la maison de l'entreprise qui venait de s'installer à Maradi et ils voulaient accompagner les jeunes. Donc, vu mon cursus, je me rappelle, je fais un remerciement spécial d'ailleurs à Monsieur Ousmane Najada, qui était le chef d'antenne de la maison de l'entreprise à l'époque, qui vraiment a cru en moi, qui m'a encouragée, qui m'a soutenue. Et on avait eu un premier financement à coût partagé. Comme j'avais déjà fait stylisme et mode au Kenya et tout, il m'a dit pourquoi ne pas essayer de voir si tu peux faire une entreprise au niveau de l'habillement et autres, mais dans les cuirs et peaux. Et puis on s'est dit pourquoi pas. Et il m'a vraiment beaucoup accompagné jusqu'à ce que Gouma est né. Donc, vous voyez, c'est pas comme si on est... Souvent, les gens nous voient, ils pensent qu'on sort de nulle part, ou bien il y a des sacrifices, il y a des luttes qu'on a dû amener, il y a des fois où on a pleuré, il y a des fois où on a eu mal, il y a des fois où on a eu envie d'abandonner. Mais on avait la vision, on était passionnés, et puis on s'est agrippé à notre vision, et puis on s'est dit, bon, on avance. Donc maintenant, c'est comme ça que, avec le coût partagé, on arrive à créer Gouma. Et Gouma a vraiment été un succès. Après la création de Gouma, vraiment, comme je vous l'ai dit, avant même Gouma, avant même de reprendre les études, déjà je faisais les trucs de foyer féminin chez moi. Exactement. Donc l'envie m'est revenue. Les chaussures marchaient très bien. Je me suis dit, bon, ce que j'ai gagné avec les chaussures là, je vais essayer de réinvestir pour reprendre mes formations. Mais je vais les reprendre maintenant de façon mieux structurée. Parce que le fait d'avoir repris les études m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, m'a permis de mieux comprendre comment les choses marchaient et de mieux comprendre comment aider les gens après une formation, comment les aider à faire de ce qu'ils ont appris là une carrière en introduisant de l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose qui n'est pas vraiment développé chez nous malheureusement. Donc c'est là que je crée Gouma et puis après je crée ABC. Mais ABC était dans l'enceinte de Gouma, là où
Déjà, il y avait les machines pour faire les cuirs et peaux et autres. Donc, j'ai introduit maintenant la formation. Et c'est de là que, et vraiment par hasard, avec l'aide de Dieu, et l'ambassade des États-Unis aussi m'a découverte, ils m'ont appuyée. Et eux, c'était l'appui surtout sur ABC. Et de fil en aiguille, vraiment, on est passé de quelque chose à but non lucratif. Maintenant, j'ai voulu faire de ABC une vraie entreprise, une école reconnue par l'État, donner une valeur ajoutée aux formations que nous faisons aux élèves. Et c'est de là que j'ai pu faire mon agrément, agrément d'ouverture, agrément de création pour que ce soit une école à proprement dit. Donc, j'ai été un peu longue parce que l'histoire de ABC et de Gouma, c'est un peu long, on ne peut pas finir. Et c'est un peu ma vie et j'espère que ça va inspirer certains à croire en eux, surtout les femmes. Moi, j'ai fait ça après 4 enfants, après 12 ans de mariage. Donc, il n'est jamais tard de se reconstruire, de rediriger sa vie et puis de se créer ses propres opportunités. C'est à nous de créer nos opportunités. Comme je le dis souvent, les actions sont de nous et la récompense est divine. Et il n'y a pas de récompense sans action. De ses motivations personnelles à ce qu'il a amené de Gouma à vouloir créer une école, passons au choix de Maradi comme lieu d'implantation. Vous n'êtes pas originaire de Maradi, mais pourquoi avoir choisi d'implanter votre école ici dans cette région? Le fait d'être à Maradi d'abord, ce n'est pas comme si c'était un choix. C'est ma vie familiale, c'est mon époux qui travaille ici, c'est lui que j'ai suivi et c'est à travers cela que je suis là à Maradi. Et moi j'aimerais dire, je ne suis ni de Maradi ni de nulle part. Peut-être c'est le fait d'avoir évolué à l'extérieur qui m'a donné cette mentalité-là, mais moi je me sens simplement nigérienne. Je ne me sens ni de... Si j'avais été à Difa, j'aurais fait la même chose. Si j'avais évolué à Agadez, j'aurais fait la même chose. Parce que ma vision, comme je vous l'ai dit, c'est comme si c'est le plan de Dieu pour moi. Donc, n'importe où, même si j'avais été dans un autre pays, je suis sûre que c'est ce que j'aurais fait. Mais Dieu a choisi pour moi Maradi et je le fais. C'est pas que je sois de Maradi ou pas. Il faut qu'on sache que nous sommes des Nigériens. Nous sommes unis par le même destin. C'est souvent ce que nous oublions. Exactement. Nous sommes unis par un même destin. Aujourd'hui, si le Niger brûle, il ne va pas brûler seulement les gens de Maradi ou bien brûler les gens de Niamey. Non, c'est tout le Niger qui s'enflamme, n'est-ce pas? Exactement. Donc, il faudrait qu'on sache qu'on est unis par un même destin. Ce qui fait que quand on réussit, c'est nous tous qui réussissons. Quand nous échouons, c'est nous tous qui échouons. Malheureusement, nous avons cet esprit de penser que un tel, s'il n'a pas, c'est pas grave. Ce qui arrive à un tel ne nous concerne pas, non. En tant que Nigériens, on est un et un seul, unis par le même destin. Parce que nos progénitures, là, elles sont nigériennes. Et le Niger, on leur laisse le Niger. On ne leur laisse pas Maradi, Difa, Zender. Hein? On ne leur laisse pas le fait d'être Hausa, Germa, Peul, Bororo ou quoi que ce soit. On leur laisse le pays. C'est ce que nous leur laissons en héritage, ainsi que les actions que nous faisons pour faire émerger le pays, pour améliorer leurs conditions de vie, pour redorer l'image de notre pays. Donc, c'est des choses qu'on ne doit même plus en parler. Exactement. Comme on le dit, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès sans difficulté. Je suis sûre que vous avez eu à confronter beaucoup de défis avant d'en arriver là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns et comment les avez-vous surmontés? Ok. J'ai eu beaucoup de défis. Beaucoup. Je suis même encore dans des défis. Parce que les gens ont l'impression que la vie est facile. Les gens, quand ils te voient réussir, ils pensent que la vie a été facile pour toi et que tu t'es levé un beau matin et puis tu t'es retrouvé avec une école, tu t'es retrouvé avec ceci, tu t'es retrouvé avec cela. Non, c'est des sacrifices, c'est des batailles de tous les jours.
Rien n'est facile, rien n'est gratuit, rien n'est donné. Si vous voyez que quelque chose est facile, c'est qu'il ne vous sera pas bénéfique. Quand quelque chose est gratuit, c'est qu'il ne vous sera pas bénéfique. Donc, moi, je ne vais pas m'étaler aussi sur mes difficultés, sur mes défis. Ils sont là et j'essaie, souvent, ils sont tellement lourds que mes proches qui m'entourent savent. J'ai envie souvent de tout laisser tomber. Mais je vous assure que c'est souvent la grâce divine qui va faire quelque chose, va s'ouvrir, quelque chose va se passer. Et puis, il y aura une opportunité ou bien quelque chose qui va me montrer que c'est comme si Dieu me disait, vas-y, c'est ce que je veux que tu fasses. Continue ainsi. Et je continue encore. Alors, dites-moi concrètement, qu'est-ce que votre école propose aux jeunes et aux jeunes femmes ici à Maradi? Ici à Maradi, ce que nous proposons, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est dans le chemin de ce que moi-même j'ai voulu pour moi, ce que moi-même j'ai fait pour moi. C'est de vraiment amener les jeunes à comprendre que ce que nous disons, Aikihanu, Kambogoy, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas de l'échec, ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer. Non, mais les métiers manuels n'est pas voilà, synonyme d'échec ou bien qu'on n'a pas réussi, quoi. Et puis, je vais aller plus loin en disant que les gens peuvent faire carrière dedans. Aujourd'hui, avec les développements technologiques, les équipements qu'il y a, hein, aujourd'hui, avec le développement même de l'entrepreneuriat, quand moi je faisais mon école au Kenya, au Niger, on ne parlait pas, les jeunes ne parlaient pas d'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Dans les années, je ne sais pas moi, 2005-2010, les gens ne parlaient pas d'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose que on va aller doucement. Wa alaykoum salam. Fatou Maché, Sanouki, ça va? Kwana bi, alhamdulillah. Vidéo ne muke nan gayi pour une émission. Wallahi. Ok. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Et on voudrait que les jeunes arrivent à, par exemple, qu'ils puissent apprendre un métier. Pas seulement apprendre un métier, mais en faire carrière. Aujourd'hui, des pays comme le Japon, la Chine, Singapour, c'était des pays qui étaient très pauvres, des pays qui sont partis de rien. Mais qu'est-ce qui a développé ces pays-là? Ce n'est pas leur administration, c'est la formation professionnelle, c'est leur savoir-faire. Aujourd'hui, ils nous envahissent avec leurs produits. Ce qui fait les produits, c'est ça, c'est les entrepreneurs. Et aujourd'hui, même si tu dis que tu vas être entrepreneur, tu vas faire, s'il n'y a pas des gens qualifiés pour faire des produits et des services de qualité, comment tu fais ton entreprise? Donc, on parle d'entrepreneuriat, mais il faut savoir qu'on doit toucher à la base, c'est-à-dire la formation professionnelle. Tant qu'on n'aura pas une formation professionnelle de qualité, ça va être très difficile de réussir. Donc, moi, à la base, c'est vraiment pour impacter la société et impacter aussi le pays à travers l'école et puis donner de nouvelles perspectives à la jeunesse, leur donner espoir. Nous sommes dans un pays, pauvre, je dirais, bien qu'on a des ressources. Pourquoi, par exemple, nous sommes pauvres? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de ressources, mais nous n'avons pas le savoir-faire aujourd'hui qui va transformer ces ressources-là et les rendre utiles à la société. Ce qui fait que c'est comme si nous ne les avons pas et nous n'arrivons pas à bénéficier de cela. Et vous avez raison, c'est pourquoi il faut bien se former avant de se lancer, disons, dans un métier. Exactement. Et pouvoir exercer dedans ou bien exceller dedans. Comme vous l'avez dit, votre motivation, c'est vraiment d'encourager les femmes à être autonomes, leur apprendre un métier et savoir qu'on peut faire carrière dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine qu'on a choisi. Kambogoy, un travail vraiment manuel. Mais moi, la question que je voudrais vous poser cette fois, c'est, on a l'habitude de voir des accompagnements, des écoles qui forment les gens, mais est-ce que chez vous, il y a une différence? Est-ce qu'il y a un accompagnement, un suivi après formation pour voir
que deviennent ces femmes et ces jeunes femmes-là? Est-ce qu'elles arrivent à ouvrir soit une entreprise ou est-ce qu'elles arrivent à faire quelque chose de cette activité-là qu'elles ont appris? Est-ce qu'elles sont sur la voie de l'autonomie? Exactement. Merci beaucoup pour cette question assez pertinente. Et nous faisons un suivi. C'est pour ça que cette année, par exemple, nous avons mis au point un système des petites formations d'entrepreneuriat que nous avons introduit dans le centre. Et nous avons aussi mis un système de... J'ai beaucoup investi dans l'équipement, dans les équipements de mon centre, par exemple, pour mettre ces équipements-là au service des élèves afin qu'ils puissent avoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir des équipements sur place, qu'ils puissent avoir là où commencer quelque chose avant de voler de leurs propres ailes. Donc, moi, je suis toujours à la disposition de ceux qui veulent entreprendre ou bien commencer quelque chose. C'est une école qui est assez jeune, bien qu'il y a beaucoup que j'encourage, que je suis aussi, qui se lancent, mais c'est un peu difficile parce que souvent, les jeunes sont un peu pressés. Ils veulent et ils se découragent vite. Quand ils commencent quelque chose, ils n'ont pas la patience de voir de pouvoir cueillir ces fruits-là ou bien la patience aussi de travailler ensemble. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui bloquent. Mais je me suis donné maintenant comme pour défi vraiment d'accompagner beaucoup de jeunes jusqu'à la création de leurs petites entreprises. Voilà. Ça, c'est très bien et c'est vraiment à féliciter parce que c'est ce qui fera la différence avec les formations qu'on a l'habitude de voir sur le tas. On te forme, on ne sait pas ce que tu es devenu et tout ça là. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Ce qui m'amène à vous poser une question. On a discuté un peu hier sur l'entrepreneuriat, sur les jeunes et vous m'avez donné un exemple. Je dirais que c'est peut-être ce qui vous a touché, mais pas le plus touché. Est-ce que vous avez une histoire à me raconter? Comme celle de la jeune fille en qui on ne croyait pas, mais en venant ici à ABC, elle a montré, elle a su se différencier des autres et montrer qu'elle était vraiment brillante. Exactement. Y a-t-il une histoire comme ça qui vous a particulièrement touché depuis la création de cette école? Il y a beaucoup d'histoires. Vous savez, il y a une histoire qui m'a particulièrement touchée aussi, et je l'ai un peu perdue de vue, la jeune fille. Mais j'espère que je ne vais pas donner son nom parce que c'est... Quand ses parents l'amenaient chez moi, ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui est malade, qui a des crises. Chaque fois qu'elle vient à l'école, elle a des crises, elle crie, c'est qui l'a bloquée et puis elle n'a pas pu poursuivre ses études au niveau de l'enseignement général. Oui. Bon, moi au début j'ai eu peur et puis la maman m'a donné son numéro, elle m'a dit que vraiment... Quand les crises vont commencer à se manifester, de l'appeler, des trucs comme ça. Elle m'a dit qu'elle a des problèmes de nerfs, elle est épileptique, elle est ceci, elle est cela. Donc vraiment, moi, je m'attendais au pire avec elle. Et bizarrement, je vous assure, la fille, là, elle a fait 3 ans chez moi. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue en crise. Wow. Juste pour vous dire, souvent, les parents, la pression de l'école, elle est... Moi, par exemple, je peux dire, bon, j'ai fait l'enseignement général, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis reconvertie. C'est vrai, j'ai eu la chance d'étudier à l'extérieur, faire la couture, ainsi de suite. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et il y a un poids, il y a une pression sociale qui te fait que quand tu échoues à l'école, tu n'as pas de bonnes notes, c'est la fin du monde. C'est ça qui fait que souvent, vous savez, les jeunes là que vous voyez, ils ont une conscience, ils ont un cœur, ils ne sont pas faits de fer. Hein? Et ils ont des émotions aussi. Souvent, même quand la personne va à l'école, tu vas voir, le professeur lui-même, dans certains cas, il va dire, tu ne vas jamais réussir, tu es un idiot, tu es ceci, tu es cela. Il y a cette peur-là de décevoir les parents. Et puis les parents aussi à la maison, souvent quand tu ne travailles pas bien à l'école, on te voit comme un échec, on va t'insulter, on va te faire des choses vraiment
cruel, quoi, juste à cause de l'école. Et voilà. cette pression-là peut créer beaucoup de choses en Cette nous. pression-là crée tellement de choses. Oui. Mais moi, j'ai eu beaucoup de cas où on va me dire, ah, celle-là, là, elle vaut rien, elle connaît rien. Les parents, c'est eux-mêmes en amenant l'enfant qui vont l'insulter. Parce que nous, nos centres de formation, ce que j'ai compris, on nous ramène les enfants qui ont échoué partout. C'est pour ça que je te dis que j'ai plein d'histoires. On nous ramène les enfants qu'on a dit, ah, elle, là, elle n'arrivera à rien dans sa vie. On nous amène les enfants ou bien les femmes qui ont fait 3, 4 divorces parce qu'on les a mariées toutes jeunes. Elles sont devenues difficiles juste parce que personne ne les comprend. C'est des gens comme ça qu'on nous amène. Mais ça veut tout simplement dire parce qu'elles ont réussi ici, ça veut juste dire qu'elles n'avaient pas trouvé leur chemin. C'est ça. Et nous ici, on nous prend comme des centres de rééducation. On n'est pas des centres de rééducation, mais la situation des choses fait qu'on devient des centres de rééducation. On accompagne l'élève, on le suit, on cause avec lui, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a, quels sont ses problèmes. Surtout moi, je sais quelle est la souffrance, quelle est la douleur de ne pas pouvoir étudier à l'école et puis de voir le regard des autres sur toi comme si tu étais un échec. Tu n'es jamais un échec. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui avec toutes ces histoires-là? Vous en avez beaucoup parce que comme vous l'avez dit, on pense que ici c'est là où on amène tout celui qui n'a plus aucune chance ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez réussi à avoir un impact ou bien un changement dans la vie de ces jeunes filles-là et que positivement elles arrivent à évoluer? Vraiment, ça me donne la satisfaction de réussite ultime. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, ma chance, c'est que quand une élève me parle et qu'on dit je sais de quoi elle parle, je ressens sa douleur, je sais exactement qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi elle fait ça. Souvent, il y a ce que je te racontais, il y a une fille qui était difficile, cette année seulement. Quand on l'a amenée, sa maman disait non, elle n'est pas bien, elle a échoué partout, elle passe tout son temps à suivre les garçons. Moi, j'étais surprise. Elle était presque majeure de la promotion de cette année. Hein? Elle a réussi à son examen et Masha'Allah. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire que moi, quand je vois ça, c'est ça, quand j'arrive à voir que ces filles arrivent à retrouver confiance en elles, à travers moi-même, ce que je fais, beaucoup me disent, si moi j'ai pu faire ça, après avoir appris la couture et autres, elles aussi, elles peuvent y arriver. Si moi j'ai pu faire carrière à travers ce que j'ai appris, que les gens voient que c'est banal, ce n'est rien, c'est un échec, elles aussi, elles peuvent réussir. Exactement. Est-ce que vous avez des projets futurs pour cette école? Et pour le moment, c'est de vraiment pouvoir accueillir le plus d'élèves. Mais mon plus grand rêve, c'est d'avoir un immense espace où on peut apprendre divers métiers. Et puis, à l'ère du temps, des métiers, on va leur apprendre les métiers et puis les challenger aussi, challenger leur créativité et montrer aussi leur créativité, pouvoir avec la technologie et autres. Je ne sais pas moi, j'ai toujours voulu avoir un site par exemple où les élèves peuvent produire et puis être découverts par des gens qui sont à l'extérieur, qui vont les financer, qui pas seulement les financer, les prendre aussi, les amener à l'extérieur pour qu'ils puissent apprendre, mieux apprendre. Par exemple, moi je serais très fière que j'ai une élève qu'on l'a prise par exemple en hôtellerie cuisine, l'amener en France pour qu'elle puisse apprendre à mieux faire les gâteaux, ou bien un élève de la maroquinerie qu'on va amener en Italie pour qu'il puisse mieux se former. Là, vraiment... Ça sera votre plus grande satisfaction. Vraiment. Inch'Allah, ça va se réaliser parce que vous le voulez pour les autres, pas pour vous. Exactement. Et c'est ce qu'on aime, et les gens qui aident et qui soutiennent. Et c'est très rare de le voir autour de nous, de voir qu'on fait en même temps, disons pas que c'est que du social, mais c'est vraiment du social, le fait de vouloir voir tout le monde épanoui à travers quelque chose qui va le rendre vraiment autonome. Mais est-ce que quand cette école-là va devenir encore plus grande parce que vous rêvez d'un plan qui veulent apprendre par exemple la maroquinerie? Exactement. Moi, à un moment, je prenais les garçons pour le côté maroquinerie, je formais les garçons. Mais bon,
je veux me focaliser maintenant uniquement sur les filles. Pourquoi? L'espace est restreint. Et puis, ça va, moi-même, je suis en apprentissage. Je vais mieux maîtriser les jeunes filles là. Elles vont être beaucoup plus à l'aise et mieux les former. Et là, maintenant, quand j'aurai un espace plus grand, je pourrais faire d'autres formations qui sont beaucoup plus adaptées aux jeunes garçons, comme par exemple la métallurgie et un peu de, comment on appelle ça, la menuiserie. Et puis, moi, ce n'est pas juste faire la menuiserie, la couper du bois et autres. J'aimerais que ce soit, comme je vous l'ai dit, qu'ils puissent en faire carrière, qu'ils puissent digitaliser cela, qu'ils puissent mettre ça à l'air du temps, qu'ils puissent faire des lits vraiment très beaux, par exemple, des choses extraordinaires que les gens vont aimer. Ça ne sert à rien de faire un produit ou un service que les gens ne vont pas aimer. Voilà. Vraiment, avoir des gens qui ont un savoir-faire excellent. Est-ce que vous avez, par exemple, en regardant la caméra, un message à passer à tous ces jeunes-là qui se sentent perdus et qui ne savent pas vraiment comment faire avec cette année qui va débuter bientôt? On ne sait pas, soit on va en enseignement général ou bien déjà l'année passée, je n'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, surtout les jeunes filles? Est-ce que vous avez un message à leur passer face à la caméra? Le seul message que je vais passer, c'est croire en toi et ne cesse jamais de croire en toi. Alors, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Peut-être qu'on va faire une autre émission pour parler d'autres choses parce qu'avec Madame Hadjara Goumandakoy, c'est toujours des expériences, c'est toujours des histoires émouvantes à savoir qui sont vraiment belles à écouter, des belles aventures qu'elle a eu à faire avec beaucoup de femmes et de jeunes femmes ici dans la région de Maradi. Comme vous le voyez sur le logo de ABC, c'est un papillon qui s'envole et le rêve de Madame Hadjara, c'est de voir toutes les femmes et les jeunes femmes s'envoler, faire leur parcours et avoir une vie vraiment pleine de succès et très bien épanouie. On se dit alors à très bientôt. Ne cessez jamais de croire en vous. Faites ce que vous aimez et surtout, soyez vraiment des chenilles prêtes à s'envoler comme des beaux papillons. À très bientôt.